nous revoilà, nous sommes repartis pour 3/4 d'heure d'émission. Premier tour des législatives, on va refaire le tour des points chauds. On va refaire le point sur les résultats et tout de suite, Stéphane, un petit point sur la situation à cette heure-ci. Oui, effectivement, on va partir, semble-t-il, vers 19 duels qui vont opposer les candidats du président de la République contre le Front National. Il pourrait y avoir, on va voir avec Florent, des duels assez surprenants sur Montpellier, mais pas forcément au vu des résultats de la présidentielle qui vont opposer les candidats poussés par Philippe Sorel aux candidats de la France Insoumise. Et puis on aura après 2 duels atypiques, notamment dans le département de l'Aude, République En Marche contre le président socialiste du département, M. Viola, et en Lozère, le député sortant, M. Morel, les Républicains, contre le candidat de la République En Marche, M. Palompi. Je crois qu'il y a des résultats qui viennent d'arriver, Florent. Alors oui, sur Montpellier, il faut savoir que les bureaux de vote ont fermé à 20h, donc il faut un peu plus de temps pour dépouiller le scrutin. Sur la première circonscription, il semblerait que Patricia Miralles, la candidate de la République En Marche, soit arrivée en tête, avec un peu plus de 34% des voix devant le candidat des Insoumis, Nicolas, je crois, Collet, qui aurait pratiquement... C'est Julien Collet. C'est Julien Collet. Autant pour moi, qui aurait pratiquement 20% des voix. Ce sont donc les 2 candidats qu'on retrouverait au 2e tour dans ce duel. Jean-Louis Roumégas, député sortant de cette première circonscription, vous nous confirmez ces résultats ce soir? Non, je pense que ça, c'est les résultats sur Montpellier-Ville seulement et pas l'ensemble de la circonscription. Il est bien possible que ce soit impartiel, oui, en effet. Pour l'instant, on était plutôt sur un duel En Marche Front National, malheureusement, parce que c'était un peu ce qui était attendu étant donné la situation. Donc on attend les bureaux de Montpellier pour savoir si c'est corrigé par Montpellier. Monsieur Pratt, donc il va y avoir beaucoup de duels qui vont vous opposer au candidat du président de la République. Difficile tout de même, parce qu'il y a toujours ce fameux plafond de verre, non? Que vous êtes le patron du front ici, dans le département de l'Hérault. Plafond de verre, oui, il y est. Je pense qu'il va résister encore un petit moment. C'est très difficile, parce qu'on s'aperçoit que M. Desmoulins, dans ma circonscription, a débarqué de toutes pièces comme ça. Le 8e de l'Hérault, hein? Tout à fait, oui. Je ne sais pas encore le résultat définitif, si ce n'est que sur le canton de Frontignan, bon, j'arrive en tête assez largement avec 7 points d'avance. Sur le canton de Pignan, un peu moins. Et sur Montpellier, je n'ai pas le résultat. Donc, c'est resté difficile. Depuis 2012, où le redécoupage de la circo a permis à la gauche de pouvoir récupérer justement cette circonscription, ça devient de plus en plus difficile. La surprise, c'est effectivement M. Desmoulins qui arrive comme ça de toutes pièces, qui n'habite pas la circo, qui arrive avec un programme, je l'ai étudié un petit peu, relativement un peu construit concernant notre circonscription, surtout les problèmes que l'on rencontre sur notre circo, qui fait un super score. Bon, tant mieux, je le félicite. Il faut être bon joueur, puisqu'ancien sportif, je peux l'être. Mais voilà, après, on verra bien au second tour. Moi, je ne me formalise pas. Je pense que les gens... C'est l'euphorie un petit peu de M. Macron et on voit bien le nombre de députés qu'ont obtenu. Qu'est-ce que vous allez dire, vous, aux électeurs, pour qu'ils aillent voter pour vous? Parce que abstentionnistes, républicains... Le discours va être très simple, le discours. Vous avez le choix entre quelqu'un qui va vous défendre sur le territoire, qui est issu d'un milieu modeste, qui connaît bien les problèmes de la circonscription, notamment beaucoup de problèmes concernant notamment la pollution à Frontignan, le lien de Grabel, que ce soit les problèmes qu'on rencontre dans les massifs de Gardion, etc. Et après, c'est... s'opposer un petit peu à la politique de M. Macron, parce qu'actuellement, c'est la grosse euphorie. C'est vrai qu'il y a le vent en poupe avec M. Macron, et les candidats qui sont arrivés là n'ont pas énormément d'expérience. J'en ai pas non plus énormément, mais depuis 2013, je suis quand même conseiller municipal, conseiller régional. Je pense avoir plus de connaissances des dossiers que M. Desmoulins, qui surfe un petit peu sur la vague. Bon, tant mieux, parce que le Front National, pendant un moment, a surfé également sur certaines vagues aussi. Merci. Un sacré duel En Marche, Front National ou en tout cas candidat Rassemblement Bleu Marine. C'est bien sûr à Vauvert, la 2e circonscription du Gard, où on va rejoindre Caroline Agulot avec donc ce résultat définitif que l'on a donné tout à l'heure, puisque Gilbert Collard arrive en tête, mais de 48 voix, Caroline, c'est très peu. C'est ça, c'est un duel au coude à coude qui s'est joué ici sur la 2e circonscription du Gard entre l'ex-Torera à cheval investi par La République En Marche et Gilbert Collard, le député sortant frontiste. Gilbert Collard s'est donc représenté sur ces terres historiquement frontistes. La mairie de Saint-Gilles en 1989 avait été conquise par le FN. Il arrive donc en tête avec 32,27% des voix et les virgules comptent. Il devance d'une très très courte tête Marie Sarah qui enregistre 32,16% des suffrages, soit
48 voix seulement séparent les deux candidats. On se dirige donc vers un duel très médiatique entre Marie Sarah et Gilbert Collard. Pascal Mouru pour les Républicains et Daniel Floutier pour les Insoumis n'ont pas réussi à se maintenir au second tour. Merci Caroline, on va rester dans le Gard. Nous partons en direct de Nîmes retrouver Johan Gillet, candidat sur la première circonscription du Gard, Nîmes-Beaucaire, le candidat Front National qui est donc arrivé en deuxième position derrière la candidate En Marche, Françoise Dumas. Il est avec vous Stéphane. Oui, bonsoir Monsieur Gillet. Une déception ou pas? Parce que vous pensiez vraiment être en tête. Il y avait une dynamique, Madame Le Pen, lors du mois d'avril. Et là, elle s'est un petit peu estompée, non? Je suis arrivé à égalité avec Madame Dumas, précision quand même. Très bien. C'est important de le dire. Allez-y. Donc, votre premier commentaire, tout de même une déception ou pas? Non, écoutez, je crois que c'est très clair. Maintenant, je suis opposé à Madame Dumas, socialiste, au second tour de l'élection législative. Je crois que maintenant, les électeurs ont un choix très clair à faire. Soit ils veulent encore de la politique qui a été menée par François Hollande pendant 5 ans. Madame Dumas a été députée et a été aux ordres de Monsieur Hollande pendant 5 ans. Soit ils veulent un changement radical et ils veulent une vraie opposition à Emmanuel Macron qui va mener une politique désastreuse pour le pays. Je pense, moi, que les électeurs sur cette circonscription ne veulent pas de cette politique désastreuse et veulent quelqu'un qui puisse s'opposer à Emmanuel Macron. Et pour cela, ils doivent voter pour ma candidature. Donc c'est une candidature vraiment dans le fil d'une opposition farouche au président de la République. Parce qu'il aura une majorité à l'Assemblée nationale, c'est une certitude ce soir. Il aura une majorité, c'est une certitude. Et c'est pour ça que pour le bien de la démocratie, il est important qu'il y ait une opposition ferme à Emmanuel Macron qui va mener une politique désastreuse. Madame Dumas, elle, députée sortante, que je vais affronter au second tour, a trahi ses électeurs. Elle a voté la loi El Khomri, elle a cautionné le 49-3 de Manuel Valls, elle a mené la politique de François Hollande qui a mené la France droit dans le mur. Enfin, elle a eu beaucoup de voix ce soir tout de même. Vous parlez de trahison, mais les électeurs l'ont quand même suivi au moins pour le premier tour. Écoutez, moi je pense qu'elle a fait le plein de voix au premier tour et que nous, au second tour, nous allons créer la surprise parce que je pense que les électeurs ne veulent plus de cette dame qui a été une députée fantôme pendant 5 ans, qui n'a strictement rien fait pour le territoire. Et c'est désastreux, les électeurs en sont conscients. Moi, sur le terrain, tous les jours, je les rencontre et ils sont choqués du comportement de Mme Dumas qui n'a rien fait pour la circonscription pendant 5 ans. Et je pense qu'ils vont adresser une correction à cette dame. Merci, Monsieur Gillet, pour votre réaction depuis Nîmes. Vous êtes le secrétaire de la Fédération gardoise et conseiller régional. Anne-Sophie. Et nous partons maintenant à Béziers où l'on attend toujours le résultat définitif de cette 6e circonscription du Gard. On va retrouver Valérie sur place. On l'a toujours pas ? Alors, toujours pas, mais les choses semblent se préciser. Vous le voyez, le dépouillement des bureaux de la ville de Béziers vient de s'achever et les écarts sont de l'ordre de ceux dont je vous parlais tout à l'heure. Sur la ville, Emmanuel Ménard recueillerait environ 36% des suffrages, Isabelle Voyer 24%, Élie Abou entre 17 et 18%. Il y a encore une demi-heure sur 50% des bulletins dépouillés. Cet écart semblait se réduire. Emmanuel Ménard recueilli sur l'ensemble de la 6e circonscription de l'Hérault, cette fois-ci 34,64% des voix, Isabelle Voyer 25,26%, Élie Abou 18,08% et David Garcia, c'est à noter, le candidat de la France Insoumise, passerait la barre des 10%, un score tout à fait honorable pour la France Insoumise et qui pourrait bien faire défaut, ce soutien à Isabelle Voyer au second tour dimanche prochain, un second tour en forme de duel féminin, donc entre Emmanuel Ménard, la femme du maire de Béziers, Robert Ménard, soutenu par le Front National, et la candidate de la République En Marche, Isabelle Voyer. Élie Abou, le député Les Républicains sortant, est éliminé et nous attendons toujours effectivement la réaction d'Emmanuel Ménard, arrivé en tête ce soir sur la 6e circonscription de l'Hérault. On nous annonce son arrivée dans le quart d'heure qui vient. Nous vous en tiendrons bien sûr informés dès qu'elle arrivera. Bien sûr Valérie, on l'attend. Florent, d'autres résultats, ils concernent le Gard. Oui, alors des résultats d'abord sur la 3e circonscription du Gard, celle de Bagnols-sur-Cèze et de Villeneuve-les-Avignon, avec un duel entre le candidat de La République En Marche, Anthony Sellier, qui a obtenu 33,93% des voix, devant Monique Tesnas du Moncel, la candidate du Front National, qui elle obtient 22,88% des voix. Dans la 4e circonscription, celle de Alès, Pont-Saint-Esprit,
C'est à nouveau un duel entre La République En Marche et Annie Chapelier qui obtient 24,41% des voix. Elle est en ballottage favorable devant Brigitte Rouleau, la candidate du Front National qui, elle, obtient 21,44% des voix. Et enfin, la 5e circonscription, celle qui est au nord-ouest, celle de Alès, d'Anduze et du Vigan. Olivier Gaillard, République En Marche, obtient 32,76% des voix devant Daniela Devido, la candidate FN, qui, elle, obtient 19% des voix. Oui, et je rappelle qu'on attend toujours les résultats sur Montpellier qui devraient tomber dans un petit moment. On en profite pour saluer Stéphanie Janin, candidate sur la 2e de l'Hérault. Bonsoir à vous. Philippe Sorel est revenu parce qu'il se plaît sur notre plateau. Donc on vous retrouvera dans un petit moment. Et Stéphane, une précision une réaction sur la 5e du Gard intéressante. Lorsqu'on additionne le score de la France Insoumise et du Parti communiste, eh bien, les deux auraient permis la qualification d'un candidat de gauche sur ce territoire. Jean-Louis Roumégas, comment faire pour que la gauche demain se rassemble? C'est un vrai problème que vous avez aussi rencontré sur votre territoire. Hein. Oui, tout à fait. On voit que si on cumule les voix de gauche, je parle de la vraie gauche évidemment. C'est pas celle de Philippe Sorel? Non, évidemment. Mais on voit que partout la gauche pourrait être qualifiée et la désunion conduit à la disqualification avec une répétition des présidentielles et des affrontements En Marche, Front National dans de nombreuses circonscriptions. Je trouve que c'est dommage. C'était la ligne choisie par Jean-Luc Mélenchon qui partout a dit non, pas l'union, on remplace au lieu de rassembler. Je crois que c'est une erreur stratégique. Je crois que la gauche ne gagne que quand elle sait se rassembler dans sa diversité. C'est dommage. C'est dommage parce qu'on va avoir un Parlement qui sera une chambre d'enregistrement, avec l'inversion du calendrier, le quinquennat, les législatives tout de suite après les présidentielles. On voit qu'on vient conforter le président de la République. Ça transforme le Parlement en chambre d'enregistrement et je crois... Et d'ailleurs, ça donne une énorme responsabilité à un seul homme, Emmanuel Macron. Et la déception sera d'autant plus grande s'il ne réussit pas. C'est ça qu'il faut bien voir. Et je crois que ça n'est pas la solution. La France a besoin de démocratie, de débat. Et au contraire, il faudrait un Parlement élu à la proportionnelle. Mais ça, c'est la 6e République qui nous l'apportera. Philippe Sorel, alors, toujours jaurétien ou pas? Parce que M. Roumégas dit que je n'ai pas la même gauche que M. Sorel. Non, mais M. Roumégas, après le quinquennat que viennent de faire les Verts et le PS, il ferait mieux de s'abstenir de nous donner des leçons. Voilà. Ensuite, je rappelle à M. Roumégas qu'il a voté le parc Bocal pour y faire passer le tramway et a accepté de couper 700 arbres. Non, on parle du débat national. Voilà. Sur le débat national. On ne va pas revenir sur des problématiques montpelliéraines. Sur le débat national. 6 hectares. On en reparlera pour le municipal si tu veux. Mais ne racontons pas n'importe quoi. Écoutez, M. Roumégas, vous donnez des leçons à tout le monde. Tu peux me tutoyer, tu le fais habituellement. Oui, mais il y a des Alors, ne raconte pas n'importe quoi. Tu veux construire 6 hectares du parc Montcal. Je respecte les Non, téléspectateurs. on ne va pas partir dans le parc Montcal. Moi, je veux bien. Mais s'il dit des âneries, je répondrai. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que ce sont de défaite en défaite et on continue à donner des leçons. Donc pas de leçons de gauche. Moi j'ai une idée de la gauche qui est l'idée de Jaurès. Non, mais là c'est le score de Macron, pas de Sorel. Ne racontons pas n'importe quoi non plus. J'ai le droit de penser ce que je veux quand même. Monsieur Roumégas n'est pas là pour m'expliquer ce que je dois penser. Oui, enfin, voilà. Il a sa vérité, très bien. Personne n'est dupe, cher Philippe. Je vois où ça mène. Merci. On viendra vous voir tout à l'heure, Madame Janin, avec les résultats de Montpellier. Anne-Sophie. Allez, on fait un petit détour par les Pyrénées-Orientales pour écouter Laurence Gate. C'est la candidate Les Républicains qui a éliminé Ségolène Neuville, l'ex-secrétaire d'État qui se présentait pour le Parti socialiste. On écoute donc Laurence Gate. C'est une belle surprise, mais tout ce que j'ai entendu, on a rencontré beaucoup de gens, on est beaucoup allé sur les marchés et j'ai vraiment entendu les gens. D'abord, il y avait un espoir qui était levé et ensuite, les gens voulaient donner la majorité au président. Ils voulaient lui donner la possibilité de faire ce qu'il avait dit, de faire ce qu'il avait proposé aux Français. Donc, moi, je pense que c'est une surprise, c'est une bonne surprise, mais quelque part, c'était attendu et c'était voulu par les Français. Et on reste dans les Pyrénées-Orientales pour écouter une autre femme qui se qualifie donc pour dimanche prochain. C'est Christine Espert, la candidate En Marche. Elle sera opposée à Louis Alliot et ça concerne la 2e circonscription des Pyrénées-Orientales. On la retrouvera peut-être un petit peu plus tard, Stéphane. Oui, c'est très intéressant les Pyrénées-Orientales avec le choix qui a été fait par la République En Marche, parce que vous avez quelqu'un qui était au Républicain, M. Gros, vous avez quelqu'un qui était au Modem et dans une association qui s'appelle l'Olivier, qui a beaucoup travaillé sur le territoire local, donc Mme Christine Espert, quelqu'un de l'UDI, Mme Gate, et M. Cazeneuve, qui a été le premier à se mettre en marche avec M. Aldu sur le département. Mais je crois que Christine Espert nous est arrivée, donc on va écouter sa réaction. Elle est 2e derrière Louis Alliot sur la 2e circonscription des PO.
Je suis contente, vraiment, je suis vraiment contente. Mais sereine aussi et concentrée parce qu'il nous reste une semaine pour mobiliser et pour convaincre. Comment vous appréhendez les choses pour la semaine qui vient là? Concentrée, vraiment concentrée. Je prends la mesure du chemin qui est devant nous encore, mais concentrée. On a fait une belle première partie de campagne, on a expliqué les choses, on a fait ça avec simplicité, avec beaucoup de proximité, donc on va continuer. Et puis je crois que les électeurs de cette circonscription ont exprimé ce soir quand même un souhait d'espoir. C'est un chemin d'espoir qu'ils veulent ouvrir et ben, il va falloir qu'on le confirme la semaine prochaine. Voilà, Christine Espert qui sera donc opposée à Louis Alliot dimanche prochain dans les Pyrénées-Orientales. Un résultat, Florent? Pour le Gard, je vais vous donner la 6e circonscription, celle de Nîmes et d'Uzès. Circonscription dans laquelle Philippe Berta, le candidat de La République En Marche, arrive en ballottage favorable avec 33,52% des voix devant Laurence Gardet, qui est la candidate du Front National, qui elle obtient 21,74% des voix. À noter que Christophe Cavard, le député sortant, lui, a été battu en n'obtenant que 8,08% des voix. Et puis on va s'arrêter un petit peu sur Montpellier. On commence à avoir les premières tendances. Stéphanie Janin, vous êtes donc candidate sur la 2e circonscription de l'Hérault. Cette circonscription où il y a quand même 24 candidats, beaucoup de femmes. Qu'est-ce que ça donne ce soir, vos premières tendances ? Écoutez, selon les résultats définitifs que je viens de recevoir, j'ai donc été placée en tête sur ce premier tour des élections sur la 2e circonscription de l'Hérault. Et j'en suis très, très heureuse. Je remercie tous les Montpelliérains de cette 2e circonscription qui m'ont soutenue, qui ont voté pour moi. Je remercie aussi toute mon équipe, bien entendu, tous mes collègues du conseil municipal de Montpellier et tous les marcheurs qui ont participé à ma campagne. Ce sera un duel avec Mme Ressiguet de la France Insoumise ? Ce sera un duel avec Mme Ressiguet. Alors ce vote, c'est le vote Philippe Sorel ou c'est le vote Macron, comme disait le député Jean-Louis Romégas? Écoutez, je crois que ce soir, c'est surtout une très très belle réussite pour le président Macron, une très belle réussite pour le programme qu'il incarne et puis pour la nouvelle manière de proposer une autre manière de faire de la politique. Et j'en suis très heureuse, très fière. Et c'est vrai qu'à Montpellier, nous portons ces valeurs déjà depuis quelques temps et nous allons, je l'espère, pouvoir aller plus loin. Alors c'est un choc idéologique là qui va nous être proposé sur Montpellier, France Insoumise contre La République En Marche. Ça va être de la boxe. Vous qui êtes jaurétien, vous allez aimer ça? C'est Guette contre Jaurès ou quoi? Ouais, vous savez, avec Jean-Luc Mélenchon, moi j'ai toujours montré qu'il y avait des... Vous l'aimez bien, vous, hein? Oui, je l'avoue. Je l'avoue. C'est un peu coquin, non? Vous ne pensez pas aux élections municipales? Sur la 6e République, je n'ai pas la même 6e République que lui. Mais je pense qu'il faudra réformer la 5e République à un moment ou à un autre. Sur la Russie, j'ai les mêmes idées que lui. Il fallait dialoguer avec la Russie. Et je crois d'ailleurs que le président Macron l'a fait dernièrement. Il y a des choses qui nous rapprochent idéologiquement avec Jean-Luc Mélenchon, mais pas toutes les idées. Mais vous savez, j'ai été longtemps au Parti socialiste. Et avec Édouard Philippe, beaucoup de choses vous rapprochent aussi ou pas? C'est pour voir si l'éventail est là. J'ai été longtemps membre du Parti socialiste. Je ne cautionnais pas tout au Parti socialiste. Merci beaucoup. Jean-Louis Romégas, une réaction au propos du maire et du président de la métropole sur cet éventail un petit peu de fonctionnement et de méthode? Moi, je trouve qu'on est dans le flou. Alors les électeurs, d'ailleurs, se sont abstenus majoritairement dans cette élection. Donc on voit bien qu'ils viennent conforter le président de la République. Mais est-ce qu'ils sont rentrés vraiment dans le débat? Je crois que les propos de Philippe Sorel entretiennent le flou idéologique, le flou... Bon, je crois que le débat va s'apaiser. Malheureusement, on aura un Parlement qui sera une chambre d'enregistrement. Et ce qui est à craindre, c'est que malheureusement, la politique devra se faire peut-être dans la rue parce qu'il y a une majorité de gens qui sont opposés à certaines réformes qui sont en cours, qui sont cautionnées par Philippe Sorel. Il y aura une majorité très très large, le suffrage universel semble parler tout de même. Ça, c'est l'effet déformant de la Ve République, le scrutin majoritaire et l'inversion du calendrier. Mais si on avait une représentation à la proportionnelle, vous voyez bien qu'il n'y aurait pas des majorités aussi énormes qui empêchent tout débat. Et je crois que ça, c'est une déformation et ça n'est jamais bon dans une démocratie que l'opinion, dans sa diversité, ne soit pas représentée. Stéphanie Janin. Je crois surtout, M. Romégas, qu'aujourd'hui, on est au-delà de ce clivage droite-gauche et c'est ce que les citoyens attendent et ils l'ont largement dit, que ce soit au niveau national, tout autant qu'au niveau local. À la moitié, ce soir. 50% de participation, ils l'ont largement ça ne donne pas exprimé. une légitimité très forte non plus. Je crois qu'il faut le retenir, ça. Il ne faut pas être présomptueux en politique. Vous savez, François Hollande a été élu. On va écouter Mme Janin. Voilà.
Non, mais je crois qu'il ne faut pas être présomptueux. On voit que d'élection en élection, les gens manifestent leur mécontentement. Ça donne une énorme responsabilité à la majorité de M. Macron et à vous. Et moi, je pense qu'on va aller vers des déceptions qui préparent des lendemains difficiles. J'aurais préféré, continue à défendre l'idée d'une représentation à la proportionnelle. Je crois vraiment qu'on arrive au bout de la 5e République. Gérard Prato, est-ce que vous croyez, vous, un troisième tour dans la rue comme M. Roumégas? Est-ce que vous l'appelez de vos voeux, puisque vous dites que vous êtes un opposant résolu à l'exécutif? Oui, non, je suis un peu stupéfait d'entendre M. Roumégas parler de mécontentements qui viendront dans les jours suivants concernant la politique et la casse sociale de M. Macron, puisque quand même, il ne faut pas oublier que c'est quand même beaucoup de gens de gauche, et notamment, je l'ai vu moi à mon niveau, beaucoup de syndicats, les présidents de mutuelles, les présidents d'universités qui ont appelé à voter pour M. Macron, et maintenant, demain, on les verra dans la rue en train de rouspéter. J'aurais préféré l'inverse. J'aurais préféré qu'ils ouvrent vraiment leurs yeux et qu'ils regardent un petit peu quel est le véritable programme de M. Macron. Alors c'est vrai que, comme disait Mme Jeannin, voilà, il surfe sur la vague macroniste qui pourrait être intéressante de voir l'évolution. Et à mon avis, on ne va pas tarder à voir les désastres et de voir les gens dans la rue en train de manifester. Je leur dis simplement, attention, pour le moment, on est sur l'euphorie. Attendons de voir un petit peu ce que sera la suite des événements et surtout regardez quel est le véritable programme. Parce que moi, ce que j'attends vraiment des gens, c'est qu'ils ouvrent les yeux. Quel est le programme des candidats En Marche? Comme disait M. Roumégas, on est en pleine, je dirais, chambre d'enregistrement, mais peut-être qu'il sera bon d'amener une véritable opposition à la politique de M. Macron. On va y venir, on va faire un crochet dans le Gard. Oui, exactement. Nous partons à Alès retrouver Jérôme Curato sur la 4e circonscription du Gard. C'est Alès-Pont-Saint-Esprit. On ne dispose encore que de résultats partiels sur les 4e et 5e circonscriptions qui concernent notamment la ville d'Alès. Sur la 4e circonscription, celle qui s'étend d'Alès jusqu'à la vallée du Rhône et Pont-Saint-Esprit, ces résultats partiels concernent 64% des suffrages dépouillés. Et ces résultats placent Annie Chapelier en tête pour la République En Marche avec 22,6% des voix devant Madame Rouleau du Front National, 20,6% et Fabrice Verdier, le député sortant socialiste, qui ne serait qu'à un petit point derrière. Fabrice Verdier distancé sur la ville d'Alès, mais qui ferait de bons scores dans les villages alentours. Sur la 5e circonscription maintenant, celle qui s'étend d'Alès donc jusqu'au Vigan, même scénario, avec dans l'ordre d'arrivée la République En Marche d'Olivier Gaillard, premier avec 32,4%. Le Front National de Daniela Devido, 18%, et la France Insoumise de Guillaume Roiron, 14,4%. Vous le constatez donc, dimanche prochain, si ces résultats se confirment, on se dirigerait vers 2 duels entre la République En Marche et le Front National, donc pour le second tour de ces législatives à Alès. Voilà, merci Jérôme Curato. Alors, entre-temps, on a eu des définitifs sur le Gard. On peut les rappeler, Florent? Oui, alors sur la 4e circonscription, justement celle d'Alès, c'est Annie Chapelier qui arrive en tête devant Brigitte Rouleau, la candidate du Front National. Et sur la 5e circonscription, celle de... Non, c'était celle... Oui, Alès est également compris, puisque Alès est coupée en deux. Ça, c'est Alès-Vigan. Et là, c'est Olivier Gaillard, le candidat de la République En Marche, qui arrive en tête avec 32,76 devant Daniela Devido, la candidate du Front National. Petite analyse avec vous, Emmanuel Négrier, sur ces résultats gardois et les autres. Oui, alors la 4e et la 5e sont intéressantes parce qu'elles montrent deux facettes inégales d'un même problème de recomposition à gauche, cette fois. On a beaucoup parlé des Républicains, de la déconfiture partielle de les Républicains dans cette région. Mais dans les rapports entre la France Insoumise et le Parti Socialiste, une des hypothèses, c'était qu'après le vote utile en faveur de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, les territoires allaient reprendre leurs droits avec des candidats sortants socialistes mieux positionnés. Eh bien, pour l'instant, il y a 2 fois plus de situations où la France Insoumise est devant le PS que de situations où, comme par exemple dans la 4e, avec M. Verdier qui devance la France Insoumise, de situations donc où le PS retrouve ses droits face à la France Insoumise. Ça augure une recomposition à gauche assez intéressante aussi. Parlons du Gard, qui a une tradition de deuxième gauche très marquée. Le PS s'est quand même quasiment éclipsé de la bataille sur plusieurs circonscriptions. Est-ce que c'est un choix qui vous semble, j'allais dire, pertinent dans la manière de recomposer la gauche? Parce qu'ils ont été directement derrière les candidats de M. Macron sur la première, la deuxième
Et la troisième, même s'il y a eu M. Pissas qui s'est présenté avec le soutien du président du Conseil général. Oui, alors d'une part, ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, le renfort de Cathy Guyot à Marie-Sara dans la deuxième circonscription du Gard a été sans doute un élément clé de cette égalité de premier tour entre le député sortant, Gilbert Collard, et Marie-Sara. Même sur la ville de Nîmes, manifestement, parce que c'est vraiment très très serré. Madame Dumas est légèrement en avance. Tout à fait, ce qui n'était pas du tout donné a priori. En revanche, ce qu'on peut constater aussi, c'est que la fragmentation de l'offre électorale est suicidaire pour la gauche dans la quasi-totalité des cas. On vient de citer là 2 cas particuliers, 2 enfants gâtés, si vous me permettez l'expression, de candidats bien implantés dans leur circonscription ou des figures locales bénéficiant de l'étiquette La République En Marche. Mais en dehors de ces enfants gâtés, c'est la Bérésina pour la gauche. Totalement divisée. Vous avez indiqué vous-même tout à l'heure, dans la 5e circonscription du Gard, que le Parti communiste et la France insoumise ensemble auraient été qualifiés. Divisés, ils sont éliminés. Merci beaucoup. Et oui, la Bérésina pour la gauche. Illustration dans la 2e circonscription de l'Aude, où ce sera un duel En Marche Front National. Voilà, ça y est. Et on va retrouver tout de suite Daniel de Barros à Narbonne en direct avec votre invité Daniel. Oui, en direct ici, dans le lieu de campagne d'Alain Péréa, qui est arrivé premier dans ce premier tour, ici, dans la circonscription, la 2e circonscription de l'Aude, Narbonne-Coursan, est arrivé premier avec 27,32% des voix, devant Jean-François Darrot, Front National, 19,78% des voix. Michel Py, candidat Les Républicains, qui est arrivé 3e avec 15,93% des voix, et Marie-Hélène Fabre, la députée PS sortante, qui n'atteint que 13,48% des voix. Donc voilà, au 2e tour, on se dirige vers un affrontement Front National contre En Marche. Déjà, Michel Py, le candidat Les Républicains que j'ai eu au téléphone, m'a dit qu'il se désistait. Il annonçait qu'il allait voter à titre personnel pour Alain Péréa. Et de son côté, Jean-François Darrot, le candidat Front National, lui, il rêve d'un arc méditerranéen FN avec Louis Alliot, lui-même, excusez-moi, comment il s'appelle? Excusez-moi, Collard dans le Gard. J'ai à mes côtés, ici en direct dans le local de campagne, Alain Péréa. Alain Péréa qui est plutôt content, évidemment, de ce score qui était inattendu, pas annoncé pour certains, et pourtant vous arrivez premier. Oui, effectivement, je suis très satisfait de ce résultat. Très satisfait parce que les Narbonnaises et les Narbonnais ont compris la démarche que nous voulions initier. Ils y ont répondu favorablement et je suis intimement convaincu que nous allons continuer à faire ce que nous avons fait pendant 4 semaines, c'est-à-dire amplifier ce rassemblement. Nous avons essayé, contrairement à ce que fait le Front National, nous avons réussi à rassembler les Narbonnaises et les Narbonnais. Le Front National est dans un clivage avec, en permanence, en opposant les uns et les autres. Et nous, ce que nous souhaitons faire, c'est de rassembler le plus largement possible. Et nous voulons aussi, bien sûr, rentrer dans ce renouveau politique dont nous avions bien besoin sur ce territoire. Nous avons donc là réussi ce premier pari. Nous sommes maintenant sur une dynamique et nous allons continuer à travailler. Les sympathisants, les marcheurs, comme on les appelle ici, étaient nombreux ce soir. Je me suis entretenu avec beaucoup d'entre eux. Ils sont à la fois satisfaits, heureux, mais aussi conscients que collectivement, nous avons fait bouger les choses, mais que nous devons continuer à le faire. Excusez-moi, mais le candidat Front National annonce un entre-deux tours d'une semaine assez court, mais assez dur. Il va vous attaquer parce que pour vous, vous n'êtes pas le candidat du changement. Mais moi, Monsieur Darrot, ça fait X fois qu'il se présente à Castelnaudary avec l'étiquette UDI. Ça fait X fois qu'il se présente à la mairie de Carcassonne avec encore une autre étiquette. Et donc moi, je n'ai aucune leçon à recevoir de Monsieur Darrot. Je continue mon chemin. Je suis né ici. Je travaille pour ce territoire depuis très longtemps et je souhaite profondément avancer. Donc moi, les attaques de M. Darrot ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le territoire de la Narbonnaise et de mettre le
le territoire de la Narbonnaise en marche pour avancer, pour faire gagner ce territoire. Un vent nouveau à souffler. Ok, merci beaucoup. Et ben voilà pour le deuxième tour ici dans cette deuxième circonscription qui a de tout temps quasiment été tout le temps socialiste, à part 5 années. Et bien ce sera un affrontement En Marche contre Front National. Merci beaucoup Daniel Debarros. Nous partons maintenant dans les Pyrénées-Orientales pour écouter les deux qualifiés de cette première circonscription Perpignan-Toulouse. Les deux qualifiés, c'est le candidat En Marche, Romain Gros, ainsi qu'Alexandre Bollot pour le Front National. On va les écouter tous les deux. C'est une immense satisfaction d'être présent au second tour, mais là, il n'y a rien qui est gagné. C'est-à-dire qu'il y a quand même 60% d'abstention. Le candidat Les Républicains est éliminé. Du coup, on se retrouve avec un duel face au candidat d'En Marche. Je pense que là, le vrai enjeu de ce deuxième tour, ça va être de se focaliser non pas sur les attaques vis-à-vis de l'adversaire, mais de se focaliser et de présenter nos propositions, d'informer nos concitoyens pour les mobiliser au deuxième tour et faire en sorte qu'ils aient un député utile, puisque c'est mon slogan de campagne de deuxième tour. Et on va écouter justement maintenant Romain Gros qui se qualifie donc avec plus de 31% des voix, plus de 10 points d'avance par rapport au candidat Front National. On l'écoute. Satisfaction parce que pour la première fois depuis très longtemps dans cette circonscription, le premier parti n'est pas le Front National. C'est le candidat de La République En Marche, un candidat républicain, moi-même, qui suis arrivé en tête avec 31% des voix et ça c'est une grande satisfaction. Aussi un sentiment de responsabilité parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens se sont portés sur mon nom, je me dois de ne pas les décevoir. Et cela, ça impose dans ma future vie politique beaucoup d'exigences, beaucoup de volontarisme pour ne pas les décevoir. Enfin, la nécessité de pédagogie et d'explicitation du programme du président de la République et du gouvernement afin de pouvoir convaincre les 53% d'abstentionnistes qui ne se sont pas déplacés ce premier tour de venir au deuxième tour, se déplacer et voter pour le candidat de La République En Marche. Et il est temps d'aller rejoindre Fabrice Dubo à la rédaction pour savoir un petit peu ce qui se passe sur le web. Vous nous accompagnez depuis 19h, Fabrice. Oui, Anne-Sophie, il se passe beaucoup de choses sur le net. Déjà, vous y êtes, puisqu'on retransmet effectivement tous les débats sur notre site Facebook, France 3 Languedoc-Roussillon. Donc, vous voilà. On y retrouve aussi les réactions, comme ici, on peut voir Marie-Sara qui réagit donc à sa deuxième place derrière Gilbert Collard dans la deuxième circonscription de l'Hérault. Et puis, sur notre site, vous pouvez trouver une carte interactive de toute l'Occitanie où vous allez retrouver résultat après résultat dans chaque circonscription, comme vous pouvez le voir ici. Et là, nous sommes dans l'Aveyron, mais vous pouvez également aller dans une circonscription de chez nous, comme par exemple sur notre live minute par minute. Voilà ici les résultats du Gard, la 5e circonscription, où on voit qu'Olivier Gaillard est arrivé en tête avec 32,76%, ou bien la 3e circonscription du Gard. Vous pourrez retrouver également Pierre Morel à l'huissier, ses premières réactions, alors qu'il arrive en tête dans la circonscription de la Lozère. Voilà, ça se poursuit donc jusqu'à minuit pour l'antenne nationale. Et puis ensuite, vous pourrez revoir tous nos débats, toutes les analyses, les réactions, département par département, circonscription par circonscription, dès que nous aurons tous les résultats, c'est-à-dire aux alentours de 23h30. Merci Fabrice. Et des résultats, ils continuent à en tomber, notamment sur la 3e circonscription de l'Hérault, avec une députée sortante éliminée. Florent. Oui, et un scénario qui se reproduit, un duel entre le candidat de La République En Marche et le Front National. Il s'agit en l'occurrence de la référente de La République En Marche pour l'Hérault, Coralie Dubost, sur la 3e circonscription, celle de Montpellier, Castelnau et Castries. Elle obtient un score sans appel, 37,17% des voix devant la candidate de la France Insoumise, non, absolument, et non pas du Front National, qui arrive en 3e position. Stéphane Vidal, donc des Insoumis, arrive avec 14,68% des voix. Il est en ballottage défavorable derrière donc Coralie Dubost. Et on va écouter justement Coralie Dubost qui arrive largement en tête sur cette 3e circonscription de l'Hérault. Je pense qu'effectivement, c'est ce qu'on peut appeler un résultat probant. C'est une marque d'adhésion au projet, c'est une marque d'adhésion à ces nouvelles façons de faire de la politique sur le terrain, dans la co-construction, dans l'écoute, dans un projet républicain et démocratique qui est très bien incarné par notre président de la République, qui a été décliné ensuite au travers de notre gouvernement. Et ce vote de confiance et d'adhésion, je remercie absolument tous les électeurs qui sont mobilisés. Et puis dernière satisfaction qui est personnelle et avec l'équipe,
On a mis un point d'honneur à faire une campagne propre. Nous n'avons tapé sur personne. J'ai toujours dit que si j'étais élue, je serais l'élu d'un territoire et non d'individualité pour représenter l'intérêt des Français et de toute la nation. Donc il me semble que dans ce cadre-là, il faut respecter toutes les sensibilités et faire de la politique proprement, avec un projet et non contre. Et je pense que c'est ce qui s'est exprimé ce soir dans les urnes. Voilà, Coralie Dubos, la référente d'En Marche dans l'Hérault, qui donc se qualifie largement pour dimanche prochain. Elle sera opposée à un candidat de la France insoumise. Stéphane Vidal, le résultat définitif de Béziers vient de tomber, Florent. Oui, qualification également large de Emmanuelle Ménard, la candidate du Front National, qui obtient 35,41% des voix, devant Isabelle Voyer, la candidate de République En Marche, qui, elle, atteint un score de 24,72% des voix. Et Emmanuelle Ménard, qui est justement en direct avec nous, Stéphane. Bonsoir madame, vous obtenez un des plus gros scores du Front National dans la région, ici Occitanie, au-delà de celui de Louis Alliot. Est-ce que c'est la dynamique municipale qui vous a porté ou bien le fait de sortir du Front National parce que vous aviez des soutiens beaucoup plus importants que celui du parti de Marine Le Pen ? Oui, je pense que c'est l'union des droites qui fonctionne et on ne cesse de le marteler ici à Béziers. J'ai été soutenue par le Front National, mais par 5 autres partis. Le Debout la France, évidemment, le mouvement pour la France de Philippe de Villiers, le RPF, le Ciel et le CNIP, le CNIP qui est un parti qui a participé à la primaire de la droite et du centre. Donc on prouve encore une fois ici à Béziers que quand on fait l'union de la droite, ça fonctionne, que les gens sont sensibles et réceptifs à cette idée-là. Voilà, donc je pense que c'est cette dynamique-là qui fonctionne ici sur tout le territoire du Biterrois. On rappellera tout de même que M. Macron est arrivé en tête lors du second tour. Est-ce que vous avez la capacité à transpercer ce plafond non, de verre M. Macron est arrivé à Béziers? Pardon, Monsieur Macron est arrivé en tête à Béziers, mais là on parle de la circonscription, on parle du Biterrois, et sur le Biterrois, M. Macron n'était pas en tête. 35%, c'est suffisant pour gagner? Ben, c'est jamais suffisant. De toute façon, on est à la moitié du chemin. C'est pour ça qu'il y a un second tour. Mais moi, je pense qu'on a une vraie dynamique parce qu'on fait une campagne de terrain, que les gens sont réceptifs à nos idées. On ne peut pas voter aujourd'hui pour quelqu'un qui pense que toucher 1 200 € par mois quand on est retraité, c'est être parmi les retraités aisés. Ça passe pas du tout. On peut pas voter pour quelqu'un qui dit que quand on a été en Algérie, on a participé à des crimes contre l'humanité. La population et la communauté pied-noir et harki ici sur le Biterrois n'acceptent pas ça. Voilà, il y a des principes sur lesquels il faut être ferme. Moi, j'incarne l'union des droites ici sur le Biterrois et je pense que la droite du Biterrois n'acceptera pas de voter pour une candidate qui sera soutenue par le Parti socialiste, le Parti communiste ou par Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup Emmanuelle Ménard. Je le rappelle, Emmanuelle Ménard donc, qui est en tête sur cette 6e circonscription de Béziers avec plus de 10 points d'avance sur son adversaire Isabelle Voyer pour La République En Marche. On va s'arrêter maintenant sur le cas de Montpellier, la 2e circonscription de l'Hérault. Une circonscription 100% urbaine. On va retrouver Jean-Michel Escafre qui est en compagnie d'Anne-Yvonne Le Dain, la députée sortante éliminée ce soir. Alors ce qu'on peut dire, Anne-Sophie, c'est que pour l'instant, nous n'avons que des résultats partiels qui sont sur 60% des saisies. Donc Stéphanie Janin serait à 28%, Muriel Ressillier à 22% et Nancy Cano pour les Républicains à près de 11%. Nous sommes donc avec Anne-Yvonne Le Dain, d'Hiver Gauche et députée sortante. Vous seriez 4e ou 5e, hein, on ne peut pas être plus précis que ça. Est-ce que vous avez déjà une réaction par rapport à ces résultats que je viens d'énoncer? Écoutez, je ferai comme Georges Frêche en 2009, quand il avait dit qu'au soir de sa victoire aux élections régionales, qu'il observerait une minute de silence pour la disparition des partis traditionnels. On y est, 9 ans après, donc... Cet homme avait le sens de l'avenir et je crois qu'il avait raison. Moi, je suis social-démocrate, je l'ai toujours dit. Je fais un score qui, évidemment, est décevant pour moi, mais en même temps, j'ai défendu mes couleurs, celles d'une social-démocratie responsable. Emmanuel Macron va avoir une majorité très, très, très large à l'Assemblée nationale. Ça ne sera pas forcément facile pour lui, mais je pense qu'il a fait on inaugure une nouvelle ère pour la République française. Je pense que c'est pas si mal. Moi, au 2e tour, je suis une femme de gauche et j'appelle à voter pour
la candidate de gauche qui sera au deuxième tour. Et même si ce n'est pas mon courant de pensée, même si cette manière de faire de la politique ne me plaît pas, je reste fidèle à la gauche. Voilà. Alors, il y a quand même 2 candidates de gauche. Oui. Voilà, moi, je ne soutiens pas la candidate portée par le maire de Montpellier pour 2 raisons. D'abord, elle est mise en examen. Plus exactement, elle est citée à comparaître au mois de septembre pour des irrégularités manifestes. Et donc l'étiquette En Marche a bien marché. Sur elle-même, je ne sais pas. Maintenant, en plus, elle est soutenue par le maire de Montpellier, dont je constate qu'il a fait venir Robert Ménard du Front National à Montpellier il y a 10 jours pour draguer l'électorat Front National. Au FIS. Donc je suis un peu désolée de cela. Je pense que Montpellier, ma ville, et je voudrais remercier les électeurs qui ont voté pour moi. Dans cette ville, il y a encore beaucoup à faire. Il y aura beaucoup à faire demain et je pense que la gauche doit être vivante et vivace dans cette ville pour la garder à gauche dans une métropole de puissance, dans une région qui est vaste. Merci Jean-Michel. On va faire réagir Stéphanie Janin sur le plateau ici. Merci beaucoup à Anne-Yvonne Le Dain. Réaction Stéphanie Janin. Elle ne vous soutiendra pas, Anne-Yvonne Le Dain. Mais écoutez, je laisse à Madame Le Dain la responsabilité de ses propos mensongers ce soir. Mais là n'est pas la question. Je crois qu'aujourd'hui, il faut mobiliser pour que Montpellier et son grand territoire soient acteurs de cet élan nouveau que connaît la France. Et en tout cas, c'est ce que je m'attacherai à faire toute cette semaine. Et il me semblait que Madame Le Dain était en marche. Allez, nous repartons à Béziers. Après avoir eu Madame Ménard, nous avons Robert Ménard cette fois, Stéphane. Robert Ménard, bonsoir. 35% pour la candidate que vous souteniez, votre épouse. C'est un résultat très flatteur, eu égard au résultat en demi-teinte du Front National sur le territoire régional ce soir. Mais oui, parce que cette candidature, comme tout ce que nous faisons à Béziers, ça ne peut pas se réduire à l'extrême droite, comme le dit la presse. On est ici l'incarnation de la véritable union de la droite. Il y a 6 partis qui soutiennent la candidature d'Emmanuel. Donc les Républicains, M. Ménard, ne sont pas de droite, c'est ça votre propos ? Mais si vous me laissez finir, je vais juste finir, justement. C'était pour vous dire que les Républicains qui ne nous avaient pas encore rejoints vont nous rejoindre maintenant. Écoutez, je prends un seul exemple. Je vous rappelle que M. Macron a dit que l'immigration était une chance culturelle, sociale et économique. Je pense que l'électorat d'Elie Abou, l'électorat de droite, n'est pas d'accord avec cette affirmation et qu'il est d'accord davantage avec ce que nous disons, avec ce qu'Emmanuel dit. Donc je pense effectivement que pour le deuxième tour, on va réunir l'ensemble de la droite, comme j'aspire à le faire depuis des années, que nous allons l'emporter à Béziers, où, comme vous le disiez, nous avons entendu, nous avons enregistré un vrai succès. Plus de 35% des voix, plus de 10% devant la candidate d'En Marche. Citez-moi beaucoup d'exemples en France. Ça veut dire qu'ici, on réussit encore une fois à réunir tous les gens de bon sens, qu'ils pensent que l'immigration n'est pas une chance, qui pensent que le laxisme pénal n'est pas une chance, qui pensent que les vieux qu'on veut taxer encore plus, les personnes âgées, c'est un scandale. Voilà, c'est tous ces gens-là qu'on va réunir et je suis persuadé que les électeurs d'Elie Abou se joindront à nous, j'en suis intimement persuadé. Merci Robert Ménard en direct depuis la 6e circonscription de l'Hérault à Béziers. Emmanuel Négrier, il nous reste une petite minute. On fait le point ce soir sur ces résultats. Oui, pour dire une chose, c'est que il n'y a pas de triangulaire, ça il faut insister là-dessus, parce que l'absence de triangulaire pénalise fortement le Front National. On vient de le voir ici, l'absence de réserve de voix fait entonner au couple Ménard le chant de l'union des droites, mais néanmoins cette union est tout sauf acquise à Béziers comme ailleurs. D'ailleurs, pour Louis Alliot, pour Gilbert Collard, pour M. Prato également, ça présente quand même une difficulté, même si... Il faut chercher les voies ailleurs, je pense, parce que c'est important que, je pense que les insoumis, que ce soit même les socialistes, réfléchissent un petit peu pour savoir quel sera l'avenir des Français. On est sur un programme de M. Macron qui est un petit peu la nébuleuse. C'est vrai que pour le moment, j'ai l'impression qu'on lui a donné un chèque en blanc. Moi, je dis simplement, ouvrez les yeux, regardez un petit peu qui c'est qui a le programme le plus social, et après on verra bien. Merci. Jean-Louis Romégas, qu'est-ce que vous allez faire, vous, à Montpellier, France Insoumise, La République En Marche sur la 2e? Est-ce que vous allez donner des consignes en tant que membre des Verts? Sans aucune hésitation, j'appellerai à voter chaque fois que c'est possible pour la vraie gauche quand elle est présente au second tour. Et contre le Front National.
Et de toute façon, contre le Front National, comme je l'ai fait pour les présidentielles, même si je trouve que le programme de M. Macron est très flou, je crois qu'il faut sauver d'abord le cadre républicain. C'est flou, mais vous donnez un chèque en blanc. Le Front National, c'est l'aventure dans l'inconnu. Démocratie. Merci beaucoup. Et donc, voilà, mes positions seront très claires. Contre le Front National et pour les candidats de gauche présents au second tour. La vraie gauche, bien sûr. Merci. Allez, merci à tous nos invités, y compris ceux qui ont eu l'élégance de venir, même en étant éliminés ce soir. On va se retrouver à 23h30 pour une dernière émission spéciale. On sera en nouveau en collaboration en commun avec la rédaction de France 3 Midi-Pyrénées. Une demi-heure pour les derniers résultats concernant notamment les grandes villes. Ce sera le cas de Montpellier. Tous les résultats importants de la soirée. Restez avec nous. On se donne donc rendez-vous dans une demi-heure maintenant à 23h30. Et ça continue pendant ce temps sur Internet. À tout à l'heure.